En ce moment, il y a pas mal de personnes qui postent des vidéos pour donner des conseils touristiques sur leur ville. Je pense notamment à la vidéo de Clarinette que je vous mets dans le i et dans la barre d'infos qui donne en fait des conseils à Paris. Alors plutôt en termes de restaurants, de bars. En fait, ça m'a donné envie du coup de faire la même chose pour Berlin. Alors un petit peu différemment parce que du coup je vais donner plus des conseils de visite. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées si vous avez prévu de venir à Berlin cet été ou que ça vous aura donné envie de venir à Berlin. Avant que je démarre en fait cette vidéo, je voulais vous rappeler que j'ai lancé mon podcast collaboratif en commun. Donc là il y a le premier épisode qui est en ligne, donc c'est un couple à soi qui est sorti, je vous le mets dans le i et en barre d'infos. Mais en tout cas le deuxième épisode que j'aimerais faire c'est sur les vacances. C'est vraiment très simple pour participer et c'est vraiment le concept. J'ai reçu quand même pas mal de messages de personnes qui n'avaient pas osé m'envoyer leur témoignage, mais en fait il faut vraiment oser parce que c'est le concept, c'est-à-dire que vous êtes absolument légitime en fait pour envoyer votre participation. Voilà, n'ayez pas peur, ne vous demandez pas si est-ce que je suis légitime, est-ce que j'ai des choses à raconter. Vous avez des choses à raconter, c'est sûr, voilà. Donc envoyez. Donc c'est vraiment très simple pour participer, il faut prendre son téléphone portable, enregistrer pendant 10 minutes. Donc là le format est assez libre. Généralement les personnes juste allument le portable et parlent, mais vous pouvez bien entendu scripter et puis même être carrément beaucoup plus créatif. Il n'y a pas de problème, c'est vos 10 minutes à vous, et c'est ce que le thème en fait vous évoque. Quand je dis les vacances, moi mon but c'est d'être vraiment inclusif, donc en fait ça peut être des vacances à l'autre bout du monde, mais ça peut être aussi des vacances genre où vous êtes resté dans votre quartier et c'est tout. Et il n'y a pas besoin d'avoir eu quelque chose d'extraordinaire en fait, c'est juste vous, et voilà, c'est vraiment juste un partage, c'est collaboratif, c'est le concept, donc vraiment n'hésitez pas. Je mets toutes les infos en barre d'infos, vous pouvez aussi les retrouver sur le site, sur le compte Insta aussi, donc @encommunpodcast. J'ai oublié de préciser, l'email c'est contact@encommunpodcast.fr. Voilà. Après cette introduction pour appel à participation, on démarre du coup la vidéo pour Berlin. Donc en gros, juste pour résumer très rapidement les différents quartiers, donc il y a Friedrichshain et Prenzlauer Berg. Je les mets un peu ensemble parce qu'ils sont en plus un peu accolés, donc c'est Berlin-Est. Friedrichshain et Prenzlauer Berg, c'est les quartiers un peu bobos. Prenzlauer Berg, c'est pour le coup c'est très bobo. C'est aussi le quartier... Alors, il y a des Français de partout à Berlin, mais j'avoue qu'il y a vraiment une concentration de Français à Prenzlauer Berg. Friedrichshain, c'est aussi un quartier bobo, mais c'est plus des bobos alternatifs. Donc moi, c'est les bobos, clairement, qui s'assument pas, ou alors qui se défendent d'être des bobos. Ensuite, il y a Neukölln et Kreuzberg. Donc là, on traverse la Spree et on se retrouve au sud de Berlin. Là, c'est les quartiers turcs. Alors, concrètement, avec la gentrification et tout ça, ça tend à ne plus être les quartiers turcs, mais c'est des quartiers historiquement turcs avec beaucoup d'immigrés turcs, notamment après la guerre, hein, pour aider à la reconstruction. Voilà, on refait pas l'histoire. C'est aussi dans ces quartiers-là que, par exemple, ont été inventés le doner, donc le kebab qu'on appelle ça en France. Et par pitié, ce n'est pas un grec. Ensuite, il y a Wedding et Moabit. Alors... moi, je vais pas trop dans ces quartiers-là parce que c'est vraiment à l'opposé de là où j'habite. Mais en tout cas, c'est des quartiers qui sont un peu en essor. C'est des nouveaux quartiers, donc c'est un peu moins cher aussi. Donc les étudiants y vont plus et du coup, concrètement, ça crée une espèce de pôle d'attraction, donc ça commence à se développer. Et enfin, il y a Mitte et Charlottenburg que je mets un peu ensemble parce que pour le coup, c'est un peu les quartiers chics. Voilà. Mais je mets des guillemets parce que... si vous êtes déjà venu à Berlin, vous comprendrez ce que je veux dire, mais en fait, il n'y a pas vraiment un quartier chic, super fancy. Alors peut-être miteux, c'est un peu plus. Ça saute pas aux yeux en tout cas. Ça se voit pas par rapport à la façade, en tout cas moins, quoi. Moins que à Paris par exemple. Berlin, c'est très riche en histoire, notamment du XXe siècle, donc vous avez à peu près... vous avez différentes catégories de musées. Vous avez les musées de la Seconde Guerre mondiale, les musées de la guerre froide, donc avec tout ce qui est communisme,
l'Allemagne de l'Est, l'ancienne Allemagne de l'Est. Donc concrètement, pour la Deuxième Guerre mondiale, moi ce que je conseille, c'est Topographie des terrors, donc Topographie des terrors si vous le lisez en français. Et là, c'est vraiment sur l'entrée et le développement en fait du national-socialisme en Allemagne. C'est très intéressant, c'est très dense aussi. Les musées en Allemagne, enfin en Allemagne en règle générale, mais à Berlin particulièrement, sont très denses. Donc j'avoue que mon conseil que je donne en fait quand on fait des musées à Berlin, si on veut pas y passer la journée, parce que je connais aussi des personnes qui passent la journée facilement et il n'y a pas de problème, mais si vous voulez juste passer quelques heures, c'est d'aller directement au sujet en fait qui vous intéresse le plus quand vous arrivez dans le musée. Donc la topographie des terrors, c'est vraiment sur le développement en fait, la mise en place du régime nazi. Le musée de l'histoire allemande, alors là pour le coup c'est pas vraiment focus sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a l'exposition permanente qui relate en fait l'histoire de l'Allemagne du Moyen-Âge à peu près jusqu'à maintenant. Il est immense. Là pour le coup, si mon conseil là d'aller directement à ce qui vous intéresse, si vous devez appliquer ce conseil-là, c'est sur ce musée en particulier. Si vous vous intéressez à l'histoire du XXe siècle, allez directement à la deuxième partie de l'exposition. Donc concrètement, en fait, c'est la première partie est au premier étage et la deuxième partie est au rez-de-chaussée. Et en gros, c'est au rez-de-chaussée que ça se passe, le XXe siècle. Donc voilà, allez directement par là. Et il y a aussi beaucoup d'expositions temporaires qui sont vraiment très bien. Aussi très dense, etc. Et souvent très branché XXe siècle. Voilà, mais en tout cas c'est un très bon musée et je le conseille à 20 000%. Pour finir sur la Seconde Guerre mondiale, je conseille aussi le musée des Alliés, donc là qui est un peu excentré. En fait c'est même pas un peu excentré, il est très excentré, il est très loin. Je le conseille peut-être dans une journée où vous allez vers Potsdam par exemple. Il se visite assez vite et il est très intéressant parce que il parle alors du coup c'est plus vraiment la Seconde Guerre mondiale, mais ça fait un bon pont entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, puisque en fait c'est sur l'occupation américaine, française et anglaise de Berlin après la Seconde Guerre mondiale, et notamment avec tout ce qui est le blocus de Berlin, comment les Alliés étaient mis à Berlin, parce que ça on l'oublie, mais en fait jusqu'à la chute du mur, il y avait du coup les Alliés encore, il y avait encore de l'occupation américaine, anglaise et française. Donc ça c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais en fait ils sont restés jusqu'à la chute en fait du régime de l'ancienne Allemagne de l'Est. Voilà, donc en fait ce musée est très bien, il paye pas trop de mine, on a l'impression que c'est un peu un truc de l'armée, etc. Et c'est vrai, hein, je veux dire, ça parle principalement de l'armée, mais focalisé sur comment l'armée a cohabité avec les civils, et du coup le rôle que les Américains, je dis les Américains en règle générale parce que c'est quand même eux qui avaient le leadership avec le plan Marshall, mais comment les Américains en fait ont joué un rôle en fait, quel a été le rôle en fait des Américains après la guerre en Allemagne. Donc voilà, donc ça je le conseille vraiment parce que pour le coup c'est vraiment un musée qui va pas du tout être mis en avant dans les guides, et pourtant ça reste un musée qui je pense est très intéressant pour faire un peu le lien. Voilà. Et ensuite on arrive sur les musées sur l'ancienne Allemagne de l'Est, le régime communiste. Donc il y a la prison de la Stasi qui est très bien, c'est un mémorial. Voilà, il y a des visites guidées qui sont organisées. Si vous avez de la chance, vous pouvez même avoir des visites guidées sur des anciens détenus en fait de cette prison. C'est déprimant. Voilà, je le dis hein, clairement, c'est déprimant. C'est rien d'insurmontable. Enfin, je veux dire, c'est moins déprimant. C'est toujours moins déprimant que d'avoir été détenu là, ou d'avoir eu un proche emprisonné, ou d'avoir même été citoyen de l'Allemagne de l'Est. Mais voilà, je préviens, c'est pas non plus la visite qu'on fait en mode c'est feel good et je vais me sentir bien après. Par contre, peut-être pour contrebalancer, il y a le musée de l'Allemagne de l'Est, ou DDR Museum d'ailleurs en allemand. Et là, pour le coup, c'est vraiment sur la vie en Allemagne de l'Est. C'est très family friendly, donc il y a beaucoup de choses, c'est très ludique, il y a beaucoup de choses qu'on peut toucher, déplacer. Vous avez par exemple des
des reconstitutions d'appartements allemands, typiques allemands, etc. Donc pour le coup, là, c'est pas, c'est assez cool et accessible surtout. Voilà. Juste mon conseil pour ce musée-là, il est blindé du fait que il est beaucoup mis en avant dans les guides. Aussi, il est très bien positionné. Il est vraiment sur Alexanderplatz. Du coup, il y a du monde, il y a énormément de monde, donc à y aller soit le matin de bonne heure, soit le soir tard. Checkpoint Charlie. C'est un truc qui est mondialement connu. Et en fait, il y a rien. Il y a rien. C'est juste... En fait, Checkpoint Charlie, c'est un ancien checkpoint entre l'Allemagne de l'Est, donc le secteur russe, et le secteur américain. Et c'est sur Friedrichstraße, donc en fait c'est vraiment c'est pas loin du quartier du gouvernement, etc. Donc j'avoue que c'est dans un quartier touristique, mais en fait il y a rien sur ce secteur. Il y a une petite cabane, il y a souvent un mec qui pose là pour faire prendre des photos avec les touristes, mais en fait c'est tout. Et il y a aussi un musée du mur là, mais en fait il est pas très bien. Il y a beaucoup de choses, c'est pas très bien organisé, enfin bref, je conseillerais pas ce musée-là en particulier sur le mur. Par contre, je conseille le mémorial du mur qui se trouve à Prenzlauer Berg sur Bernauer Straße. Et celui-là, il est très bien. C'est un musée extérieur. Donc vous avez en fait tout le long de la rue des reconstitutions de comment c'était, des photos d'archives, des explications sur différents points en fait de la vie en Allemagne de l'Est, mais surtout en fait de cette interface entre le secteur de l'Allemagne de l'Ouest et le secteur de l'Allemagne de l'Est. Et vous avez aussi un centre de documentation où vous avez encore d'autres expositions. Et ça, c'est très bien et surtout, il est gratuit. Voilà, ça c'est gratuit et il est vraiment très bien. Ça permet d'être au cœur de Prenzlauer Berg et pour le coup, c'est vraiment un chouette quartier. Donc c'est vraiment ce musée-là que je recommande pour le musée du mur. Ensuite, j'ai une petite section balade. C'est des endroits que j'aime bien, qui sont un peu excentrés et que du coup, peut-être que ça peut faire l'objet, par exemple, d'une journée où on va se mettre un petit peu au vert. Donc, par exemple, je pense à Teufelsberg. C'est une colline artificielle. Donc, colline artificielle, ça veut dire quoi ? C'est un peu glauque. En gros, ça veut dire que quand Berlin a été bombardé et qu'il a fallu reconstruire et puis surtout déblayer, il y avait du coup un volume énorme en fait de débris. Et en fait ces débris ils ont été accumulés à certains points de la ville, notamment à Teufelsberg, et du coup ça a créé des collines en fait, qui sont maintenant artificielles. Ça se voit quand on y est dessus, notamment quand il a plu, parce qu'il y a des débris encore, donc genre de la brique, même de porcelaine ou des choses comme ça qui ressortent. Donc voilà, donc c'est un peu glauque et au sommet il y a une ancienne base militaire américaine qui a été en plus utilisée pour faire de l'espionnage des ondes avec l'Allemagne de l'Est, etc. Donc c'est du dark tourisme soft. Donc voilà, donc si ça vous tente. Et en fait à côté il y a le stade. Alors là pour le coup c'est quand même le stade qui a été construit par Hitler pour les Jeux olympiques de 36. Voilà, il est toujours là et il y a encore des matchs de foot dedans, etc. Donc il est assez imposant. Je crois qu'il y a des visites qui peuvent être faites, mais juste se balader autour, c'est bon. Et surtout, il y a l'immeuble du Corbusier qui est juste à côté. Et là, il me semble qu'il y a des visites qui sont possibles, mais pareil, de le voir de l'extérieur, c'est pas mal. Si vous connaissez pas le Corbusier, c'est un architecte qui a beaucoup travaillé sur l'immeuble cité. Il y en a par exemple un à Firminy à côté de Saint-Étienne, un à Marseille aussi, donc la cité radieuse je crois, et il y en a un à Berlin. Donc voilà, donc si vous êtes un peu intéressé par l'architecture et notamment sur le travail du Corbusier, il y a un immeuble du Corbusier à Berlin et il se trouve dans ce quartier. Pour revenir un peu au centre de Berlin, la vidéo, le bilan, non, c'était quoi ? Rencontre culturelle, vlog culturel d'Esther que j'ai fait, donc ça a été la première fois que j'ai rencontré Esther. On était à Kulturbrauerei, donc ça c'est au cœur de Prenzlauer Berg, et c'est vraiment un site que je recommande. Donc c'est une ancienne brasserie, et le dimanche il y a un street food festival, et pour le coup c'est vraiment cool.
Et dans le même quartier, donc Prenzlauer Berg, il y a le Mauerpark. Et là, pareil, pour un dimanche, c'est très cool. C'est un peu bain de foule, mais ça reste quand même très bonne ambiance. Il y a souvent des petits spectacles de rue qui sont organisés. En termes de parcs et d'endroits sympas au cœur de Berlin, je penserais au quai de la Spree, mais côté Kreuzberg. Donc, alors concrètement, vous prenez une carte, vous regardez Alexanderplatz et vous traversez la Spree. Et c'est juste là. Là, il y a juste... En fait, les quais de la Spree sont rarement aménagés. Ils sont plus aménagés vers la gare centrale, par exemple. Mais là, pour le coup, c'est la gare centrale, il y a la chancellerie, le Reichstag à côté. Donc, c'est pas exactement l'ambiance que moi je veux quand je suis sur le quai d'une rivière. Par contre, à cet endroit-là, c'est pas trop touristique et il y a les quais qui sont un peu aménagés et c'est cool parce qu'il y a des écluses et un peu des péniches posées par là et vous avez vu sur la tour télé. Donc en vrai, pour le coup, je trouve que c'est vraiment un spot à Berlin qui est assez typique et tranquille. Moi, je suis à fond sur où aller boire un verre et les restaurants. Je vais pas forcément vous donner beaucoup d'adresses en fait parce que concrètement, il y en a de partout. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Les restaurants, ils sont très... Enfin, si vous êtes par exemple végétarien ou vegan, vous inquiétez pas parce qu'il y a vraiment tout le temps des options végé et vegan. Honnêtement, être un restaurant à Berlin et pas avoir d'options végétarienne ou végane, c'est pas ouf. Voilà. Je pense que c'est pas très apprécié. Si vous vous interrogez sur la nourriture typique de cette partie de l'Allemagne, il y en a. C'est principalement des légumes cuits vapeur, donc je pense notamment à la pomme de terre, à l'asperge quand c'est la saison. Voilà, ça fait pas rêver, mais en vrai, un bon bistrot, donc c'est Kneipe en allemand, qui sert des repas typiques du Brandenburg, en vrai, ça fait une très bonne pause de midi. Pour boire un verre, y a rien de mieux que les Biergarten, donc littéralement le jardin de la bière, ou les jardins à bière. Moi, mon préféré, c'est Prater, à Prenzlauer Berg. C'est un grand Biergarten avec, pareil, un espèce de truc un peu rétro. Donc voilà, et c'est vraiment cool. Quand il fait un peu chaud, ou en tout cas qu'il fait un beau temps, c'est vraiment un endroit parfait pour aller boire une bière ou autre. Et voilà, donc n'hésitez pas. Par contre, je pense que les meilleurs quartiers, pareil pour aller flâner au niveau des bars, ça reste quand même Kreuzberg et Neukölln, qui sont vraiment bien remplis au niveau bar. En vrai, je pense que c'est les quartiers qui bougent le plus au niveau vie nocturne. Donc voilà, ceci explique cela. Et pour finir, il y a aussi une tradition berlinoise. Alors c'est pas vraiment une tradition, mais c'est quelque chose que les Berlinois font beaucoup. Quand vous serez à Berlin, vous allez remarquer qu'il y a énormément de petites supérettes qui sont spécialisées notamment dans la vente de boissons. Alcoolisées ou non, j'insiste, il y a vraiment un choix au niveau des softs qui est assez cool. Il y a par exemple les limonades. Moi ma préférée c'est la limonade rhubarbe. Voilà, juste tester la limonade rhubarbe, c'est la vie. Donc il y a vraiment un choix et vous inquiétez pas si vous buvez pas d'alcool, c'est pas un problème. Mais alors en tout cas une des choses qui se fait beaucoup, c'est d'acheter en fait une bière ou autre chose dans les Späti, donc c'est les petites supérettes là, qui sont en plus ouverts jusqu'à super tard, voire même toute la nuit, enfin bref, voilà. Et du coup de la consommer alors soit souvent devant les Späti, il y a des petites tables pour s'asseoir ou même des bancs. Donc souvent ça se transforme un petit peu en terrasse de café. Donc là, ou alors dans les bars. Et du coup à savoir que la consommation d'alcool est autorisée dans les rues à Berlin. Voilà. Ensuite, je voulais finir cette vidéo là avec quelques conseils. Le premier, c'est par rapport au transport. Alors, les transports coûtent assez cher en Allemagne en général, mais à Berlin d'autant plus. Il me semble qu'un ticket à l'unité, ça doit être 2,80€ ou 2,70€, quelque chose comme ça. Et le ticket journée, il est à 7€. Donc ça reste quand même assez cher, mais par contre, il faut savoir que le transport, enfin le réseau de transport est quand même très performant et vous pouvez vraiment quadriller toute la ville avec ça.
vous avez la possibilité de prendre une Berlin Welcome Card donc il y a non seulement un titre de transport dedans, donc il y a plusieurs forfaits, vous pouvez le choisir pour 72 heures. J'ai fait des calculs, si vous prenez effectivement cette carte juste pour les transports, il y a c'est quelques euros de plus en fait que ce que vous allez dépenser si vous prenez tous les jours une carte journée. Cependant, vous avez des réductions pour pas mal de musées et ce que je trouve bien avec ces cartes-là, c'est que non seulement vous avez les réductions, mais surtout du coup, vous avez un espèce de catalogue où vous avez tous les musées où il y a des réductions qui sont répertoriées et du coup, ça vous fait quand même, malgré tout, un espèce de guide avec plusieurs musées. Donc en vrai, ça vous permet d'avoir un peu un aperçu en fait sur les musées. Ils y sont pas tous, vous n'avez pas tous toujours des réductions, mais en vrai ça peut déjà aider. Et surtout, il y a quand même un avantage en fait de confort, c'est-à-dire que moi je trouve que c'est pas si évident que ça de prendre des tickets à Berlin, et surtout le bon ticket à Berlin. C'est pas toujours bien expliqué et les automates sont parfois un peu... Enfin, c'est un peu bizarre. Honnêtement, c'est pas le plus pratique. Et surtout un autre truc, et moi ça m'a... Enfin, dans les périodes où j'avais pas de ticket, que j'avais pas pris de ticket au mois ou des choses comme ça, parfois vous vous retrouvez dans des situations où en fait vous devez prendre un ticket, mais en fait il n'y a pas d'automate là où vous êtes. Parce que vous n'êtes pas à une station de métro, parce que vous n'êtes pas à une station de S-Bahn, donc voilà, vous êtes à un truc de bus ou un tram, et en fait, souvent dans les trams il y a des automates, mais il me semble que vous pouvez pas prendre de tickets journée par exemple dans ces trams-là, et puis parfois, ça marche pas, et puis parfois vous pouvez pas payer non plus, parce que en fait pour payer à carte, alors il me semble que vous pouvez payer en visa, mais parfois ça marche pas, enfin bref, il y a beaucoup d'obstacles sur le fait de prendre un ticket. Donc j'avoue que avoir une carte sur la durée en fait de votre séjour, c'est plutôt pas mal, et surtout cette carte, vous pouvez la prendre à l'avance. Et ça pour le coup, c'est un vrai confort. Honnêtement, moi c'est ce que j'aurais si vous n'êtes pas à 6-7 euros près. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu tendues niveau thune, donc c'est pas une option. Mais si vous n'êtes pas à 6 ou 7 euros près, je vous conseillerais de prendre cette carte, c'est beaucoup plus tranquille. Surtout que, autre information importante, et ça c'est vraiment quelque chose que je dis à chaque fois que quelqu'un me demande des conseils pour Berlin, prenez un titre de transport. Vraiment, les contrôleurs, il y a des contrôles très fréquemment, à n'importe quelle heure et jour. Vraiment, ne faites pas ce pari là de pas prendre de ticket. Et surtout que les contrôleurs, en fait, ils se laissent pas... si vous n'avez pas de ticket, vous n'avez pas de ticket. Voilà. Et vous pouvez essayer de justifier en « Oui, mais j'ai pas compris, parce que du coup, l'automate, il marchait pas, blablabla. » Vous allez vous faire aligner et c'est 60 euros. Voilà, donc vraiment prenez un ticket. Ne montez pas dans un transport sans ticket, c'est vraiment pas le bon choix. Et en plus, vous pouvez pas, les contrôleurs sont en civil. Donc en fait, vous allez pas les repérer. Voilà. Donc vraiment, prenez un transport. Vous avez aussi la possibilité de louer des vélos et des trottinettes. Moi ça je déconseille parce que je trouve que honnêtement Berlin c'est pas la meilleure ville pour faire du vélo, et tant qu'on y est à parler de vélo, quand vous êtes piéton, faites attention aux pistes cyclables. Si vous êtes sur une piste cyclable, il faut virer parce que vous allez vous faire agresser par un vélo qui arrive, voilà, et généralement ça va vite. Donc voilà, faites attention aux pistes cyclables quand vous êtes piéton. Juste au niveau de l'argent, donc c'est l'euro, hein, ok, pas de problème. Par contre, il y a 2 trucs importants à savoir. Dans les restaurants ou même dans les bars, vous pouvez pas toujours payer par carte. Je m'explique. Alors parfois c'est juste pas possible. Ils ont pas du tout de boîtier pour payer par carte. Donc non. Mais parfois, ils ont un boîtier pour payer par carte. Donc vous pouvez vous dire « Ah, c'est bon, ils ont un boîtier pour payer par carte. » Mais en fait, ils ne prennent que la carte allemande, donc la EC-Card. Et donc du coup, vous avez votre Visa ou Mastercard ou je sais pas quoi. Et ça marche pas. Voilà, ça marche pas. Donc, ayez toujours du liquide sur vous. C'est comme ça que fonctionnent les Allemands. Honnêtement, moi, ça m'a pris 4 ans avant d'avoir ce réflexe d'avoir toujours du liquide. Mais parce que c'est
très souvent en fait que vous vous retrouvez bloqué en fait. Si vous n'avez pas de liquide, vous pouvez tout simplement pas payer. Et même en saison touristique, il y a vraiment des restaurants où ils ne prennent juste pas de carte. Donc voilà, donc vraiment retirer. Il y a des distributeurs un peu de partout. Ouais. Et juste pour finir, on me pose parfois des questions par rapport à la sécurité. En vrai, Berlin, c'est vraiment une ville qui est assez safe. Peut-être que ça peut un peu faire peur au début, je pense, notamment sur le fait que les rues sont pas très bien éclairées, par exemple. Et ouais, il y a quand même pas mal de monde dans la rue, etc. Mais justement, c'est ce qui fait que c'est... moi personnellement, je me suis jamais sentie en danger à Berlin. Ça m'est arrivé de rentrer seule à 3h du matin, prendre les transports en commun, et... ah oui, les transports en commun, alors pas tous, vérifiez quand même, il y a des bonnes apps. L'app VBB, elle marche très bien. Il me semble que les S-Bahn, par exemple, fonctionnent toute la nuit, un peu en fréquence réduite, mais il y a des bus de nuit, donc vraiment, il n'y a pas de problème. Et les taxis coûtent beaucoup moins cher qu'en France. Donc si vraiment vous le sentez pas, vous pouvez toujours prendre un taxi, ça va pas vous ruiner. Voilà. Donc honnêtement, moi, je me suis rarement sentie en insécurité à Berlin. Alors évidemment, il peut toujours se passer quelque chose, blablabla. Mais en vrai, ça reste quand même très safe. Donc voilà, ayez pas trop peur. Ça va bien se passer. Voilà. En tout cas, pour moi, je pense que Berlin, c'est vraiment une ville parfaite pour 1 voire 2 semaines. Mais 1 semaine, ça peut faire une très bonne étape. C'est vraiment une ville cool pour être avec des amis, en couple ou même en famille. Il y en a pour tous les goûts. Et voilà, bon, j'adore vivre dans cette ville, entre parenthèses. Mais ça, c'est autre chose. Mais je pense que vraiment pour des vacances, c'est vraiment cool. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura donné de l'inspiration, envie de venir. Voilà. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Oubliez pas du coup le témoignage pour le podcast. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo, elle sera au Brésil. Ciao!